Bonjour, Perrine Jean-Girard, psychologue clinicienne. Aujourd'hui, je vais continuer de vous parler des violences conjugales pour vous parler de celles qui restent, pour que vous compreniez pourquoi elles restent. Et je vais commencer par vous parler de la justice. Parce que je vous ai déjà parlé dans un autre podcast de la difficulté que c'est déjà d'aller porter plainte ou d'aller voir un médecin. C'est difficile d'aller parler de ces choses-là et la femme est dans la peur. Mais toutes les conséquences de tomber éventuellement sur un policier pas très à l'écoute, pas très respectueux, un peu maladroit parfois, ou pour certains, parce qu'on le sait, un homme qui va les juger et être violent verbalement avec elles ou psychologiquement en leur disant oui, enfin bon, on va pas porter plainte pour si peu. Hein. Voilà, alors ça, le nombre de femmes qui ont vécu ça, je trouve ça particulièrement difficile parce que la démarche est très compliquée et quand enfin elles osent passer le pas, c'est vraiment bien si elles peuvent tomber sur quelqu'un qui comprend et qui connaît ce genre de choses. Je rappelle qu'on peut faire des pré-dépôts de plainte en ligne et qu'on peut parfois prendre rendez-vous et dans ces cas-là on tombe sur quelqu'un qui est quand même censé être formé pour ce genre de dépôt de plainte. La justice après, parce qu'évidemment s'il y a un dépôt de plainte, s'il y a des preuves, il y a une enquête. Et s'il y a une enquête, ça veut dire que la personne qui a agressé est convoquée, et si la femme vit encore avec cette personne-là, les choses se compliquent. Parce qu'évidemment, l'homme ne peut pas supporter d'avoir été convoqué, que la femme ait parlé, et qu'est-ce que t'allais me faire encore par là. Alors soit la femme appelle sur le moment, et la police vient voir ce qui se passe et amène le gars au commissariat et éventuellement il est en garde à vue et après il lui est intimé d'aller habiter ailleurs et il y a une mesure d'éloignement, alors ça c'est dans le meilleur des cas. Mais ça c'est quand on arrive à prouver qu'il y a des blessures et qu'il vient de se passer quelque chose dans l'instant. La plupart des femmes n'osent pas appeler la police et puis pour certaines, même quand elles essayent d'appeler la police, leur compagnon leur pique le téléphone, débranche le téléphone fixe, les isole. Des fois ils habitent dans des endroits où c'est isolé, où elles peuvent crier, s'époumoner, personne ne viendra. Et puis parfois, quand on appelle la police, on leur dit que la violence n'est pas encore là, et qu'il faudra rappeler quand la violence aura eu lieu. C'est encore très compliqué en France, en 2023, de se faire entendre de ce côté-là. Et après, quand il y a procès, alors déjà la justice est très 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 lente, et en plus il faut savoir qu'il y a seulement 1% des hommes qui sont condamnés. Et en général, de mon expérience de psychologue, la seule là qui a eu une condamnation, le gars, il avait laissé des traces de mails, de SMS avec des menaces de mort, avec du lourd. Elle avait effectivement suivi mes conseils en allant faire des certificats médicaux, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le moindre doute, et en plus, quand il est passé au tribunal, il voyait pas où était le problème, et il continuait d'insulter tout le monde dans le tribunal. Donc là, on savait un petit peu à qui il avait affaire, et moi j'ai quand même été surprise qu'il ne prenne que 18 mois. Donc, les femmes, mine de rien, le savent. Peut-être qu'elles savent pas les pourcentages, peut-être qu'elles savent pas les durées des condamnations, mais les femmes le savent intuitivement. Que si tu commences à essayer de lutter, tu vas y laisser des plumes, voire tu vas tout perdre, et en plus, ça va te retomber dessus parce que un jour ou l'autre, il va sortir de prison, ou parce qu'il ne sera pas condamné et que là, il va te faire payer le prix parce que quand même, tu lui as foutu la honte de sa vie, ou alors, il va vouloir te prendre les enfants, ou te nuire d'une façon ou d'une autre par ton entourage, ton travail, ou peu importe. Mais les femmes savent que ce genre de personnes ne vous lâchent pas. Si vous commencez à les attaquer, comme leur nom l'indique, ce sont souvent des pervers narcissiques, ils ont un besoin que l'on flatte leur narcissisme. Si jamais vous commencez à attaquer leur narcissisme et à piquer leur ego, mais alors là vous avez droit à un effet boomerang immédiat. Donc les tactiques pour s'en sortir, c'est aussi de ne surtout pas attaquer leur ego plus que de raison. Il faut essayer de brosser dans le sens du poil, il faut essayer de dire que vous ne le quittez pas à cause de lui, mais parce que vous n'êtes pas suffisamment bien, vous avez besoin de prendre du recul, etc. Ne surtout pas venir attaquer le narcissisme de l'autre.
dans la façon dont la justice est menée, que ce soit d'ailleurs sur les violences conjugales ou dans d'autres domaines, sur des erreurs médicales, de la violence gynécologique, des choses comme ça, la justice est extrêmement longue, des années. Souvent les professionnels sont peu punis, et donc il y a cette sensation d'impunité, et tous ces gens-là le savent, et comme il y a une notion d'impunité, on inverse la culpabilité, et la victime n'est plus du tout la victime, elle est celle qui a fait tout un pataquès de pas grand-chose, et elle devient la source de tous les problèmes, et c'est la double peine avec le commissariat, c'est la triple peine avec la justice, quand il n'y a pas en plus après les services sociaux, etc. Il y a de plus en plus de juges qui demandent des enquêtes sociales, et même quand il y a des situations d'inceste, c'est hallucinant comment on fait porter le chapeau aux mères. Il y a des tonnes de vidéos là-dessus, et il y a Karl Zero qui a fait un super reportage. Il y a pas longtemps, cette maman Anna là qui a écopé de prison, d'ailleurs il faudrait que je regarde où ça en est le procès, mais prison pour avoir coupé le lien entre le père et ses enfants alors qu'elle avait des preuves de maltraitance sexuelle sur des enfants petits. Enfin, c'est incroyable comment on va accuser les mères de protéger leurs enfants. Elles n'ont plus le droit de faire ça. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit avoir pris de la prison avec sursis pour avoir voulu protéger leurs enfants. Je trouve le monde dans lequel nous vivons particulièrement absurde. La société est illogique et favorise les agresseurs. Donc, les femmes qui restent finalement, des fois, elles sont moins en danger, puis au moins de temps en temps, elles vivent des bons moments. Parce que celles qui partent, je peux vous dire qu'elles dégustent, mais elles dégustent, et des années durant, parce que les procès, c'est des années, les menaces, la peur, c'est tout le temps, et les enfants, si jamais elles arrivent à avoir la garde, ou au moins la garde alternée, c'est sans arrêt de la violence psychologique sur les enfants sont utilisés au milieu, et c'est insupportables, invivables, elles sont dans l'angoisse permanente, et finalement, quand les enfants sont seuls chez le père, elles ne peuvent plus les protéger. Souvent, les femmes restent pour les enfants. C'est aussi souvent la raison qui les fait partir, parce qu'il y a un moment donné où elles ont peur pour la vie de leurs enfants. Mais il y a quelque chose, quand on l'a pas vécu, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre ce que c'est que retourner dans le cycle de la violence parce qu'on se dit qu'on va être suffisamment forte pour arriver à marcher sur des œufs, et que mine de rien, comme de toute façon on a déjà essayé de partir plusieurs fois et qui vous rattrape toujours, finalement coincé pour coincer, autant essayer de faire en sorte que le couple marche monemballant pour les enfants, pour pas être en danger financier, parce qu'évidemment partir avec des enfants sous le bras quand vous en avez 2, 3, 4, voire 5, évidemment, moi j'ai une dame, elle me dit mais je suis allée au commissariat pour déposer une main courante, ils m'ont dit c'est trop grave madame, on vous oblige à porter plainte. Elle voulait pas porter plainte. Ah fallait y penser avant de venir, et puis finalement ils ont convoqué le gars, et puis elle dit mais moi là après, s'il va en prison alors que je viens d'accoucher du dernier et qu'elle en avait 5, ça, madame, fallait y réfléchir avant. Alors maintenant, il semblerait que le gouvernement a déployé des moyens financiers, donne des ressources, il y a des logements d'urgence. Vous avez des associations à Montpellier, telles que France Victime 34, telles que le CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles. Vous avez l'application qui s'appelle AppL, que vous pouvez installer sur votre téléphone, qui vous permet d'appeler directement la police et que ça ne se voit pas sur votre téléphone. Vous avez, alors c'est pas une application, c'est comment ça s'appelle, tiens. C'est quelque chose qui est en ligne, qui s'appelle Mémo de vie, et vous pouvez aller inscrire tout ce qui se passe dans votre quotidien, et c'est sauvegardé sur un serveur qui est extérieur à votre téléphone. Et vous pouvez mettre énormément de fichiers joints, des photos de vos blessures, des captures d'écran de vos mails, de vos SMS, vous pouvez même enregistrer des conversations ou des disputes, et c'est sauvegardé sur une espèce de cloud. Et il faut savoir que si jamais, par malheur, vous veniez à vous suicider et que ce serait pas un suicide, en général, les policiers savent et ils vont chercher si par hasard vous auriez
collecter des données pour que au moins la personne soit condamnée, mais c'est quelque chose aussi qui peut faire office de preuve. Peu de femmes sont au courant de ces ressources mises en place, peu de femmes les utilisent parce qu'il faut savoir comment faire, et encore une fois, contacter une psychologue qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui a connaissance de tous ces outils, qui va vous aider, parce que aller chez le psy, souvent les gens se trompent. Oui, on y va, on parle, ça fait du bien, puis après ça change pas notre quotidien. Bah oui, effectivement, c'est pas ça un psy. Un psy, c'est aussi dans l'accompagnement de l'acte quotidien. Ça vous aide aussi à essayer de prendre des notes quand vous racontez une violence pour vous aider à l'écrire ensuite. Ça vous aide à avoir des outils concrets pour avancer pas à pas vers la sortie qui peut être longue, et la sortie qui, pour certaines, ne sera jamais là, et jamais je n'ai jugé une femme qui est restée, parce que je sais à quel point c'est la torture quand on s'en va. Donc parfois, certaines arrivent à se dire, bon voilà, pour un temps, au moins jusqu'à ce que les enfants soient grands, je suis obligée, contrainte de perdre tout un pan de liberté de ma vie, et je suis effectivement dans l'hypervigilance, mais il y a aussi des bons moments. Qui peut juger quelqu'un qui reste parce qu'elle sait que la société actuelle ne permet pas aux femmes de partir en toute sécurité avec du soutien? Ça sera le coup de gueule de Perrine Jean-Girard, qui voudrait pouvoir aider beaucoup plus de femmes, et qui se sent par moments démunie en tant que psychologue, parce que la réalité est telle qu'elle est. Et j'estime que dans notre métier, il est important de pouvoir dire que ce combat-là est un combat épuisant, harassant, qu'on ne peut pas mener toute seule, ça c'est sûr, et qui souvent fait le vide autour des victimes. Souvent elles ont plus de travail, elles ont plus trop d'amis, elles ont plus de loisirs, et elles sont cantonnées à la maison avec des lunettes noires et une bonne poudre pour cacher les bleus. J'insiste sur le fait que si vous vivez ce genre de choses, il existe quand même des lieux, ressources, des personnes ressources. Si vous trouvez quelqu'un qui vous semble pas aidant, n'hésitez pas à en changer. Et encore une fois, que ce soit dans notre métier de psychologue ou que ce soit avec des amis, la psychologie elle est propre à chacun, et si quelqu'un fait quelque chose pour vous aider et que ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à lui dire: je te remercie beaucoup de ton soutien, je vois que tu essayes de m'aider, mais cette chose que tu as dit, tout ce que tu essayes de faire ne m'aide pas, et c'est ça ou ça qui pourrait m'aider. Voilà, j'en reviens à surtout ne restez pas isolés, ne restez pas seuls, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter par téléphone. À très bientôt, au revoir.